Bonjour Monsieur Asselineau, c'est la dernière ligne droite avant les élections américaines. Quel est votre pronostic? Eh bien bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le 1er novembre 2016. Les élections américaines vont avoir lieu le 8 novembre, donc dans 8 jours. Il faut d'ailleurs bien dire les élections, puisque comme vous le savez, il n'y a pas que l'élection présidentielle, il y a également toute une série d'autres élections locales qui se déroulent au même moment, le même jour. Alors, les toutes dernières nouvelles dont la presse a parlé, c'est un renversement de situation assez inattendu, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque le directeur du FBI, M. James Comey, celui-là même qui avait classé sans suite l'affaire des courriels de Mme Clinton il y a quelques mois, d'un seul coup a décidé de rouvrir l'enquête sur ces courriels, mais pas seulement sur ces courriels, parce que c'est une affaire qui est en fait très largement cachée par les grands médias français. Ça ne concerne pas uniquement l'utilisation illégale ou irrégulière de boîtes mail, comme certains pourraient l'imaginer. C'est qu'en fait, ce qui se cache derrière, c'est le scandale révélé par Wikileaks, c'est-à-dire des dizaines de milliers de courriels émis par Mme Clinton, mais aussi par M. Obama, mais aussi par l'ancien président William Clinton, et qui révèle en fait un état de corruption et de dégradation de la morale publique, et notamment le clan Clinton, qui font absolument froid dans le dos. C'est la raison pour laquelle le directeur du FBI a décidé de rouvrir l'enquête sur Mme Clinton, mais cette fois-ci en la fondant sur une loi de 1970 qui s'appelle la loi RICO, pour Racketeer Influence Corrupt Organizations, c'est-à-dire une loi sur les organisations mafieuses et qui organisent la corruption et le racket. Parce qu'en réalité, parmi les très nombreux griefs qui sont reprochés à Mme Clinton, il y en a un qui n'est quand même pas piqué des verres, et c'est que lorsqu'elle était secrétaire d'État, elle aurait, moyennant finance, accordé ou non des rendez-vous à des personnalités étrangères à condition qu'ils fissent des dons à la fondation Clinton, qui était un processus d'enrichissement personnel du couple Clinton. En d'autres termes, elle vendait ses services. C'est quasiment de la prostitution administrative ou gouvernementale. Elle vendait ses services à qui les voulait. Alors, il y a bien d'autres choses encore. Il y a des destructions de preuves. Il y a le soutien aux financiers de Daesh et de ISIS. Il y a l'organisation de mouvements de provocation. Elle aurait payé des provocateurs pour aller dans les réunions publiques de son adversaire principal, Donald Trump, pour y semer la pagaille, etc., etc. Alors, ce qui se dessine de toute cette affaire, c'est que, en réalité, et ça, c'est très important de le comprendre, le gouvernement américain, les autorités américaines sont tombées aux mains de clans mafieux. On voit toujours les États-Unis, depuis la France, on voit toujours les États-Unis comme un pays qui serait le règne du droit, mais non, ça n'est plus le cas. Ça n'est plus le cas, et il y a maintenant des soupçons très importants, comme quoi Mme Clinton et son mari font carrément partie de clans mafieux, avec d'ailleurs des scandales au passage de sexuels ou de pédophilie qui dans l'entourage proche de ce couple. Alors, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important et qui fait penser au fait que la façon dont on a présenté la campagne présidentielle américaine dans les grands médias français, dans les grandes radios, les grandes télévisions, mais aussi dans les grands journaux, je pense notamment au journal Le Monde, a été peut-être totalement artificieuse. On a présenté aux Français Donald Trump comme une espèce de type complètement comment dirais-je, décalé, à moitié fou, raciste, xénophobe, misogyne, etc., ce qui est sans doute en partie vrai d'ailleurs. C'est vrai qu'il a tenu parfois des propos qui ne sont pas décents et qui ne sont pas conformes à ce que l'on attend éventuellement d'un futur président des États-Unis. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que Donald Trump a financé sa campagne grâce à sa fortune personnelle. Il n'a pas besoin aucun besoin de se laisser corrompre, puisqu'il a une grande fortune personnelle, et qu'il s'est fait progressivement le porte-parole de ce que pensent beaucoup d'Américains, notamment sur la corruption généralisée. Alors, on va voir ce que ça va donner dans une semaine. C'est toujours hasardeux de prédire ce qui va se passer, mais quand même,
un certain nombre de signaux tendent à montrer que Donald Trump a quand même de sérieuses chances d'être élu président des États-Unis. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il suffit d'aller aux États-Unis. Moi, j'ai des amis aux États-Unis qui m'en ont parlé. On a eu également des témoignages de certains de nos adhérents. Monsieur Trump, lorsqu'il fait des meetings, fait ça le comble. Il a des centaines et centaines, des milliers de personnes qui viennent à ces réunions publiques, alors que Mme Clinton est obligée de les annuler parce qu'il n'y a que quelques dizaines de personnes qui sont les membres les partisans du parti démocrate. Il y a énormément de rumeurs qui circulent aux États-Unis. Il y a un site qui a dressé les 100 courriels les plus graves révélés par Wikileaks, dont j'ai d'ailleurs donné le lien sur notre site internet et sur notre page Facebook. Et tout ceci fait énormément jaser aux États-Unis. Alors, pour la première fois depuis très longtemps, depuis plusieurs décennies, on a une véritable incertitude sur la sortie de cette présidentielle, puisqu'il semblerait possible que le candidat qui n'a pas été choisi par l'oligarchie, le candidat qui a été choisi par l'oligarchie, c'est Mme Clinton, eh bien, il semble qu'elle pourrait être battue au profit de quelqu'un qui n'a pas été choisi par l'oligarchie. Alors, on va voir. Peut-être que si Donald Trump est élu, sans doute il y a des forces tellement puissantes qu'il sera contraint de revenir sur un certain nombre de directions structurelles de la machine américaine. Mais néanmoins, je l'ai déjà dit, je le rappelle, Donald Trump a fait des déclarations. Certes, quelques-unes étaient scandaleuses, je l'ai déjà dit, mais d'autres étaient tout à fait sensationnelles. Notamment, il a expliqué que Daesh et l'État islamique avaient été créés par Obama et par Mme Clinton. Donc du coup, c'est tout l'argumentaire que l'on a en France, etc., sur la menace terroriste et islamiste qui d'un seul coup prend une coloration absolument nouvelle et tout à fait scandaleuse, puisqu'en fait, c'est notre principal allié, paraît-il, les États-Unis d'Amérique, qui sont à la manœuvre derrière ces opérations. Deuxièmement, Donald Trump a dit qu'il rapatrierait les soldats qui sont dans des guerres illégales au Moyen-Orient. Troisièmement et surtout, il veut détendre l'atmosphère avec la Russie et engager un dialogue avec la Russie, ce qui ferait que la Troisième Guerre mondiale s'éloignerait, puisqu'actuellement, malheureusement, on voit les prémices de mouvements de troupes un peu partout en Europe occidentale, toujours à l'insu de nos grands médias. Alors on va voir ce que tout ceci va donner. Mais moi, j'en tire quand même tout de suite une conséquence importante. La première, c'est que les élites françaises, enfin les prétendues élites, la caste euro-atlantiste, si Donald Trump est élu, va se retrouver dans une situation très difficile. Je rappelle que M. Hollande, le ci-devant président de la République française, M. Hollande avait dit il y a quelques mois que les discours de M. Trump, les propos de M. Trump lui donnaient des hauts le cœur. Que va dire M. Hollande si Donald Trump est élu dans quelques jours président des États-Unis ? On va rigoler. Bon. Mais il n'y a pas que François Hollande. Il y a l'ensemble des grands médias français qui n'a pas cessé de chanter les louanges de Mme Clinton, qui par ailleurs, il est avéré maintenant qu'elle a des réels problèmes médicaux, peut-être même des problèmes de nature psychiatrique. Alors on l'a vu récemment au cours des 10 derniers jours. À l'issue du deuxième débat télévisé Clinton-Trump, le journal Le Monde a titré en première page, a montré que Trump était un mauvais perdant, qu'il savait qu'il avait déjà perdu. Enfin, c'était incroyable. C'était un titre de journaux, un titre du journal Le Monde qui donnait à penser que l'élection était faite. Et puis voici 2-3 jours, un changement complet de décor. C'est que d'un seul coup, il présente qu'il y a quand même beaucoup de gens derrière Trump, que Mme Clinton paraît bien lointaine, etc. Alors il s'est passé quelque chose, certainement. L'histoire finira peut-être par nous l'indiquer. Il s'est certainement passé quelque chose au cours des derniers jours. Assez probablement peut-être, des nouveaux sondages secrets sont apparus, ou alors, plus exactement, plus le temps se rapproche de l'élection et plus les sondages faux, parce que c'était des faux sondages qui étaient faits en faveur de Mme Clinton, apparaissent comme n'ayant pas eu l'effet escompté. L'effet escompté, vous connaissez cet effet de l'oligarchie, de la mafia en fait, qui tient les États-Unis, c'est-à-dire les prophéties autoréalisatrices. Pendant des mois et des semaines, ils ont indiqué que Mme Clinton caracolait avec 15 ou 20% en tête devant Donald Trump, et sans que ce soit absolument pas le cas. Il semblerait même
que ça puisse être l'inverse. En tout cas, si je lis, comment s'appelle-t-il, l'ancien sous-secrétaire d'État au Trésor, Paul Craig Roberts, qui ne mâche jamais ses mots, lui, il prétend qu'il peut y avoir une victoire écrasante de Donald Trump sur Mme Clinton. Alors on va voir, parce qu'il y a aussi la question des votes électroniques qui pourraient fausser le scrutin, mais si éventuellement il y avait à l'évidence une victoire écrasante qui se manifestait dans un certain nombre d'États, et puis que d'un seul coup on s'apercevait que dans des États clés comme la Floride, le résultat est totalement contraire et que les rumeurs les plus insistantes circulent sur un trucage des votes électroniques, on a vu d'ailleurs que ça pouvait arriver, on ne sait pas où peuvent aller les États-Unis. C'est un pays qui peut d'un seul coup dégénérer dans un conflit civil s'il y avait une victoire qui était volée. Alors, très probablement, en tout cas, il y a eu cette évolution, qui fait qu'il semble que peut-être l'oligarchie a compris que les carottes étaient cuites, passez-moi cette expression familière pour Mme Clinton, et d'un seul coup se mettent peut-être à dire que finalement il va falloir faire avec Donald Trump. Si tel est le cas, ça expliquerait rétrospectivement pourquoi le directeur du FBI a décidé de rouvrir l'enquête. C'est le directeur du FBI, James Comey, qui était présenté comme un grand homme par les démocrates lorsqu'il avait enterré le dossier Clinton, et vient décider de le rouvrir. Alors là, maintenant, il est voué aux gémonies par la caste démocrate. Mais s'il a décidé de le faire, c'est peut-être parce qu'il le craint pour ses propres abattis. Parce que si dans quelques jours, Donald Trump est élu président des États-Unis, eh bien lui, il pourrait être poursuivi en justice par la nouvelle administration Trump et terminé en prison. Il n'est d'ailleurs pas exclu que si Donald Trump est élu, ça se termine très très mal pour la famille Clinton. Mme Clinton aurait été surprise, paraît-il, en disant que si Trump était élu, elle risquait elle-même évoquer l'hypothèse de terminer en prison. Voilà, alors on est face à quelque chose d'assez hallucinant, qui est d'une importance énorme pour la vie du monde, pour la vie de la planète, puisque c'est la paix mondiale qui est en cause. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas un partisan acharné de Donald Trump. J'ai vu les défauts criants du personnage, mais il n'en demeure pas moins que, comme beaucoup de gens un peu sagaces et avertis, eh bien, il semble qu'il vaudrait mieux à tout prendre la victoire de Donald Trump sur celle de Mme Clinton, puisque ça serait quand même la victoire, la revanche du peuple américain contre l'oligarchie et la mafia qui a pris le pouvoir et qui entraîne la planète entière vers l'aventurisme et peut-être même vers la guerre mondiale. Je terminerai ce propos un petit peu long sur les États-Unis par cette réflexion qui est quand même très importante. C'est que si Donald Trump est élu, ça donne à penser qu'il y ait, à travers un peu partout dans le monde, on est en train d'assister à la fin d'un grand pouvoir, c'est le pouvoir des grands médias. Voilà. On est en train d'assister, on l'a déjà vu, j'en avais déjà parlé en Italie, par exemple, avec Beppe Grillo, qui est monté, alors qu'il refusait de donner des entretiens à des grands médias. Encore une fois, je ne suis pas là pour défendre Beppe Grillo, d'ailleurs. En Inde, on a vu que le Premier ministre du Bharatiya Janata Party, le parti de l'Amérindienne, M. Modi, est arrivé au pouvoir alors qu'il était boycotté complètement par les grands médias indiens et qu'il est arrivé au pouvoir grâce à Internet et grâce aux bouche à oreille. On a vu également au moment du Brexit au Royaume-Uni qu'il y avait quand même une très grande partie de l'oligarchie, toute l'oligarchie euro-atlantiste, avait verrouillé les médias au profit du du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Le peuple britannique n'en a rien voulu et a voté en faveur du Brexit. Et puis maintenant, si ce sont les États-Unis d'Amérique qui élisent Donald Trump, il faudra méditer ce qu'a dit Donald Trump, c'est qu'il estimait que 93 ou 95% des médias américains étaient contre lui. Donc si 92 ou 93% des médias américains étaient contre Donald Trump aux États-Unis, quand on connaît le poids des médias, si les Américains votent néanmoins pour Trump, eh bien ça veut dire que les beaux jours, si je peux dire, des grands médias, un peu partout dans le monde, sont derrière eux et que de plus en plus les gens maintenant cherchent des sources d'informations diversifiées et qui ne sont pas des relais de la propagande euro-atlantiste. Alors évidemment, tout ça est très très important pour nous, pour la scène politique française. On apprenait il y a 2 jours
par un sondage publié par le journal français Le Parisien, qu'il y a 31% des Français qui ne regardent plus aucune émission politique sur la télévision française. Et si on y ajoute 44% de Français supplémentaires qui n'en regardent plus que de temps en temps, on s'aperçoit qu'il y a 75% des Français qui soit refusent de regarder une émission politique à la télé, soit n'en regardent qu'une de temps en temps, mais à l'évidence en se bouchant le nez avec des pincettes, un peu simplement pour voir à quoi ça ressemble. Alors c'est très très important, parce que évidemment, je rapporte tout ceci maintenant à notre propre mouvement politique. Notre mouvement politique, je ne vous l'apprends pas, qui fait l'objet d'un verrouillage féroce, honteux, scandaleux, dans les grands médias. Il n'est jamais question de nous, toujours et encore jamais question de nous. En fait, nous sommes dans une situation qui est à peu près la même que celle qui a été faite à BP Grillo, à Modi, aux partisans du Brexit ou à Donald Trump. Eh bien, néanmoins, c'est un petit peu comme les réunions publiques. Moi, je fais des réunions publiques, j'en ai fait ces jours-ci encore. Et à chaque fois, les salles sont pleines. Voilà. Je ne vais pourtant pas toujours dans des capitales. J'ai fait une conférence, une réunion publique à Saintes, qui est une jolie ville de environ 25 000 habitants. Il y avait quand même 200 personnes. Je suis allé à Auch, qui est une petite ville. Je n'étais jamais allé dans ce département magnifique qu'est le Gers, un département rural. Il y avait quand même près de 120 personnes dans le Gers. La salle était archi-comble. Après, j'ai été un dimanche après-midi merveilleux, très ensoleillé. Je suis allé à Cambo-les-Bains, dans les Pyrénées-Atlantiques. Là aussi, ça n'est quand même pas une très grande ville. Et il y avait une centaine de personnes. Et puis, ces jours-ci, je suis allé dans la Somme et dans l'Oise. Et j'ai eu des publics très importants dans des petits villages, parfois. Alors, ça montre qu'il y a un décalage complet entre les sondages bidouillés, les médias qui focalisent l'attention sur tel ou tel candidat, et puis la réalité du terrain qui est tout autre. Je m'arrête là, je ne veux pas pousser plus loin la perspective et le parallèle, mais je pense que ce qui est en train de se passer un peu dans le monde, nous le constatons également en France. L'élection présidentielle de 2017 est beaucoup plus ouverte que ce qu'on veut bien croire. Et le fait que je sois boycotté par les médias, les grands médias nationaux, pas les médias régionaux, enfin, sauf France 3, mais les journaux me donnent maintenant un petit peu la parole. Le fait que je sois boycotté n'est pas un indice de fragilité pour l'UPR, c'est un indice de fragilité pour la caste dominante. Ils n'ont pas compris ce qui est en train de se passer. Internet est en train de tout révolutionner. Et je pense, si je suis candidat à l'élection présidentielle l'année prochaine, je pense que nous avons les moyens de créer une énorme surprise. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite à tous. Quelle est votre analyse de la scène politique française aujourd'hui ? Eh bien alors, dans la foulée de ce que je viens de dire, on assiste à une nécrose au sein de la scène politique française qui n'est pas sans rappeler la nécrose qui a atteint la classe politique washingtonienne. Et si Mme Clinton est battue dans quelques jours, ça sera la confirmation de cette évolution. J'ai oublié d'ailleurs de préciser que si d'aventure elle était élue, elle aurait quand même fort à faire parce qu'il y a quand même une enquête qui a été rouverte sur des quantités de courriels épouvantables. Donc certains commencent à dire que même si elle était élue, sa présidence pourrait se terminer finalement de façon assez rapide. Pour en revenir à la France, je crois que c'est Henri Guénaud là, qui a dit il y a quelques jours que c'était une maison de fous en parlant de son propre parti politique. Soit dit en passant, compte tenu des positions publiques d'Henri Guénaud, qui est un homme sage, qui a été proche de Philippe Séguin, qui dit beaucoup de choses qui correspondent à ce que je ne cesse de dire moi-même depuis bientôt 10 ans, on se demande vraiment ce que M. Guénaud fait encore aux Républicains. Il devrait venir à l'UPR. Il y serait très bien accueilli et ça serait un renfort intéressant. Voilà. Alors il dit que les Républicains sont une maison de fous, qu'ils sortent de l'asile et qu'ils viennent à l'UPR. Je ne comprends pas ces gens qui disent voilà, c'est une maison de fous, c'est épouvantable, et puis qui y restent. Bon. Alors la maison de fous, elle concerne d'abord le Parti socialiste. On a vu quand même la parution d'un ouvrage de 600 et quelques pages de François Hollande. Enfin, c'est pas de François Hollande, ce sont des journalistes qui l'ont interrogé. Un président ne devrait pas dire ça. C'est un livre qui est un pavé, on dirait un roman de Tolstoï, mais c'est quand même beaucoup moins intéressant et drôle qu'un roman de Tolstoï, et passionnant plus exactement.
On apprend là-dedans des choses plus invraisemblables les unes que les autres. D'ailleurs, au passage, M. Hollande en profite pour taper sur les juges, pour taper sur ci, pour taper sur ça. En gros, on a l'impression que c'est un génie. Voilà. Il y a même d'ailleurs un moment où on donne la parole à Mme Trierweiler qui dit que François Hollande c'est quasiment le meilleur de sa génération. Enfin, on croit rêver. On croit absolument rêver. Quand on lit cet ouvrage, on a l'impression d'être effectivement dans un asile avec quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un qui est vraiment qui a une camisole de force et qui se prend pour Napoléon Ier, quoi. C'est à peu près ça. Alors bon, ça c'est le premier point. Alors cette affaire a fait scandale. Manuel Valls, qui est en embuscade, a joué les personnes quand même tout à fait choquées en disant que ça n'était pas digne de la part d'un président. Alors évidemment, François Hollande a vu tout de suite que Manuel Valls avait envie de lui piquer la place. C'était pas une découverte, remarquez bien, mais il s'est dit que peut-être Manuel Valls était en train de passer à la phase action. Alors du coup, on a vu à ce moment-là que les médias se sont tournés vers la pauvre Ségolène Royal. Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, dont je signale au passage qu'elle a soutenu le CETA, le fameux traité de libre-échange avec le Canada, entre le Canada et l'Union européenne, sur lequel je reviendrai. Elle a simplement dit qu'il y avait une espèce de déficit d'explication, qu'il y avait des petits problèmes de clarification. En bref, Mme Ségolène Royal est pour le CETA, donc Mme Ségolène Royal roule pour l'oligarchie, ça n'est pas nouveau, mais ça mérite quand même qu'on le précise. Alors il y a des gens qui sont allés à la voir en lui disant « Est-ce que vous ne pourriez pas être candidate ?» Alors, elle a dit, pareil, il y a un écho où elle a dit « Si on vient me voir, c'est décidément que la cause est perdue, parce qu'elle elle n'a pas de doute sur ce que pensent d'elle les petits copains. » Mais il n'en a pas suffi. Enfin, cette affaire, comme on a commencé à parler de Mme Royal, du coup, Manuel Valls il a pris la mouche. Donc, il a dit que Mme Royal avait comment dirais-je, profondément nui à l'autorité de l'État, parce qu'elle s'était déclarée par ailleurs contre le projet de Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport de Nantes en projet cher à monsieur Ayrault. Enfin bon, c'est un panier de crabes, mais c'est dingue. Et puis des crabes avariés, ça sent mauvais. C'est hallucinant. Il n'y a plus aucune penser sur ce que doit être l'avenir de la France, comment redresser la situation, comment être conforme à ce que souhaitent les Français. Ce ne sont plus que des jeux misérables, on se croirait dans une cour de récréation à l'école maternelle, mais avec des gens qui auraient des lames de rasoir pour couper les jarrets des petits copains. Enfin, c'est dingue. Alors c'est d'ailleurs, ça ne concerne pas seulement le Parti socialiste stricto sensu. Il y a le Parti communiste français, M. Laurent, qui s'est rapproché, d'après les gazettes, de Benoît Hamon et de M. Montebourg. Alors M. Montebourg, lui, vous savez, c'est le champion du Made in France. C'est un young leader de la French American Foundation, ne l'oublions pas. Donc c'est quand même, ça n'ira jamais. C'est un révolutionnaire en peau de lapin. Mais M. Montebourg s'est fait le chantre du Made in France. Il a fait donc un plaidoyer, un livre, etc. Et puis, manque de peau, le livre est apparu chez Flammarion, puis il y a des petits malins qui ont acheté le bouquin, et qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est que ce plaidoyer pour le Made in France avait été imprimé en Italie. Alors bon, scandale à bord. Benoît Hamon, lui, il avait créé un parti politique qui s'appelle Elpis. Je crois que j'en ai parlé l'autre fois. Alors Elpis n'a rien donné, semble-t-il, donc il n'y a même pas de site internet où on puisse voir Elpis. Monsieur Benoît Hamon a eu d'un seul coup une illumination. Il y a une semaine, il a eu un projet, il a dit qu'il fallait une autre Europe. Alors, branle-bas de combat, c'est une idée tellement originale qu'il y a Euractiv s'est fendu d'un papier là-dessus. Enfin, voilà. Alors, en fait, le Parti communiste français veut faire alliance avec M. Montebourg et M. Benoît Hamon et Mme Lienemann, c'est-à-dire avec des opposants au Parti socialiste, version Valls, Hollande, Ségolène Royal et j'en passe. Bon. Mais en fait, celui qui est visé dans le collimateur, c'est M. Mélenchon. M. Mélenchon, puisqu'il cherche des parrainages de son côté, et il s'est finalement brouillé un peu avec tout le monde, puisque M. Mélenchon est monté en épingle par les médias pour une raison simple, c'est que M. Mélenchon, les médias essaient de le faire mousser pour surtout
ne pas parler de moi, de même qu'ils font mousser le Front National ou M. Dupont-Aignan, surtout pour ne pas parler de moi. Mais en attendant, M. Mélenchon se retrouve désormais bien isolé. Pourtant, ça n'est pas faute d'avoir donné tous les gages à l'oligarchie qui dirige toutes ces opérations, puisque, j'en parlais déjà lors du dernier entretien d'actualité, M. Mélenchon ne parle même plus maintenant de sortir des traités européens, il dit simplement qu'il faut refonder démocratiquement les traités européens. Enfin bon, c'est du Benoît Hamon, c'est du Montebourg, c'est du Marie-Noëlle Lienemann, c'est du Paul Laurent, c'est de l'alter-européisme de base. Voilà. Alors tout ça, ça fait que quand on va sur le terrain, et moi j'y vais, j'ai maintenant vu plus de 70 maires, d'abord je suis quand même très bien accueilli. Nous engrangeons des parrainages, toujours des promesses de parrainage, ce n'est pas nouveau, je l'ai dit, on continue notre travail de fourmi. Cette collecte se passe bien, je l'ai déjà dit. Nous n'avons pas encore les promesses nécessaires, mais petit à petit, on se rapproche de notre objectif. Il faut que tout le monde se serre les coudes et fasse en sorte qu'on en ramasse, qu'on en récupère le plus grand nombre. Alors, quand on va sur le terrain, on s'aperçoit que il n'y a même plus besoin de taper sur le gouvernement. Enfin, d'ailleurs, ce n'était pas mon objectif, mais enfin, voilà, il y a un sondage qui a dit qu'il paraît que 96% des Français ne font plus confiance à François Hollande et que 4% font confiance, dont 1% des Français font tout à fait confiance à François Hollande. Honnêtement, je ne sais pas où ils ont trouvé le 1%, ni même le 4%, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est comme les marcheurs de Macron, je les cherche toujours. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés voir ça. Je ne vais pas parler des Républicains, on ne va pas en parler tous les 15 jours, c'est minable. On a appris, quelqu'un faisait remarquer ces jours-ci, un journaliste d'un seul coup qui, peut-être ayant vu une de mes conférences, s'est dit, tiens, mais au fait, les dirigeants des Républicains n'ont toujours pas dit un mot sur les questions européennes. Voilà. Donc on amuse la galerie. On amuse la galerie et on fait croire, puisque l'oligarchie a décidé que le prochain président de la République serait M. Alain Juppé, comme ils ont décidé que ce serait Mme Clinton, alors on fait sortir le banc et l'arrière-banc des adhérents des Républicains en disant allez applaudir M. Juppé. Si Mme Clinton, comme je le disais précédemment, n'est pas élue présidente des États-Unis, ce sera un coup de semonce. Il faut bien que les Français comprennent que rien, absolument rien n'est inéluctable en la matière et que M. Juppé peut parfaitement être battu. Voilà. Pour terminer ce petit tour d'horizon, un petit mot, une petite pensée émue pour le Front National qui se débat dans des drames internes considérables. D'abord, on n'a toujours pas vu arriver, mais paraît-il que ça cuit à feu doux. C'est l'affaire des micro-partis de ce mouvement politique qui seraient des financements illégaux. Ce que l'on a appris au cours des derniers jours, c'est que Mme Le Pen doit quand même la bagatelle de 339 000 € qu'elle doit rembourser au Parlement européen, qu'elle a utilisé à des fins irrégulières ou illégales au regard du droit européen, puisqu'elle utilisait des frais de secrétariat pour arroser des copains, et notamment, je crois, Louis Alliot, son propre compagnon. Donc on lui réclame 339 000 €. Mais il y a aussi plus grave peut-être, c'est déjà assez grave, moi je ne sais pas. Mais ce qui est également intéressant à voir au Front National, c'est le scandale qui est sorti et qui a été publié par Le Figaro, c'est que Mme Le Pen, qui est en charge de financement, s'est rendue aux Émirats Arabes Unis pour tendre la sébille et pour obtenir qu'on lui fasse l'aumône, ça s'appelle zakat en arabe, c'est qu'en fait, elle se fasse financer sa campagne présidentielle par les Émirats Arabes Unis. Alors, moi je me permets ici de dire, et je le dis d'ailleurs dans les réunions publiques, que nous, pour l'élection présidentielle et les élections législatives, nous avons budgété quelque chose de l'ordre de 1 500 000, 1 800 000 €. On va tout faire pour y parvenir, et notamment pour parvenir à avoir l'argent de nos adhérents et de nos donateurs. On va donc lancer dans les prochains jours une grande campagne de collecte d'argent, et je ne cesse de demander à tous ceux qui veulent bien m'écouter d'adhérer en masse, parce que d'abord ça renforce le mouvement, ça incrémente le nombre de nos adhérents sur notre page Facebook et sur notre site, ça encourage tout le monde, mais c'est également le nerf de la guerre, ça nous apporte de l'argent.
Je rappelle au passage que l'endettement de l'UPR, c'est de 0 €. Je l'ai déjà dit, je le répète. Donc nous sommes un mouvement politique dont l'endettement est de 0 € et dont les sources de financement, c'est exclusivement vous, les adhérents et les donateurs de l'UPR. Et j'y trouve une très grande fierté que ce mouvement politique ne dépende que du peuple français. Parce que si nous faisons des emprunts, nous nous mettrons dans la main des banques immédiatement. Donc évidemment, nous n'aurons plus les coups des franches pour mener la politique que souhaite le peuple français. On ne peut pas avoir plusieurs maîtres à la fois. J'ai déjà rappelé que tous les autres partis politiques, ou à peu près, et notamment les Républicains, ont des situations nettes négatives et sont dans la main financière des banques. Donc nous avons 0 €, nous ne dépendons d'aucune banque. Mais nous n'allons pas non plus chercher de l'argent, comme M. Macron chez des banquiers à Londres, comme Mme Le Pen chez des cheikhs aux Émirats arabes unis, comme M. Sarkozy, paraît-il, qui s'était fait financer par M. Kadhafi. Après, M. Kadhafi a eu le service après-vente, ou qui s'était financé par Pierre-Paul ou Jacques. Nous n'allons chercher d'argent nulle part. Nous n'allons pas plus, d'ailleurs, chercher de l'argent auprès de banques russes qu'auprès de banques américaines, qu'auprès de banques françaises. Nous n'allons pas tendre la sébille auprès de l'émir du Qatar, du roi d'Arabie Saoudite, des cheikhs émiratis. Et puis, confidence pour confidence, Madame Bettencourt ne nous a pas donné d'argent. Eh bien, c'est très bien qu'il en soit ainsi. Et j'invite vraiment les gens qui m'écoutent à méditer cela. Qui paye commande. Nous, les seuls qui payent l'UPR, les seuls qui financent l'UPR, c'est le peuple français. Je crois bien que nous sommes le seul parti politique dans ce cas. Et la scène européenne ? Alors, sur la scène européenne, on a vu, il y a eu un truc qui était... on ne sait pas s'il faut en rire ou en pleurer. Par moments, à la fois c'est scandaleux, mais par moments on a envie d'un grand éclat de rire. C'est que on se rappelle tous que le président de la commission, de l'ancienne Commission européenne, le président José Manuel Barroso, a quitté donc ses fonctions il y a à peu près 1 an et demi. Et puis on se rappelle qu'il a été embauché dans la grande banque d'affaires américaine Goldman Sachs, qui est devenue un petit peu le symbole même du capitalisme financiarisé planétaire, de la spéculation, de la mondialisation prétendument inéluctable, et bref, c'est le symbole même de l'oligarchie euro-atlantiste qui veut pulvériser les États-nations et faire régner la loi du fric par-dessus tout, en transformant notamment les peuples occidentaux en esclaves, en leur retirant petit à petit tous les acquis sociaux des 19e et 20e siècles. Alors M. Barroso, qui, je le rappelle, avait commencé sa carrière comme maoïste au Portugal en 1974, maintenant il a pantouflé, comme on dit, dans cette grande banque d'affaires américaine où il doit gagner, je suppose, des sommes absolument astronomiques qui doivent se chiffrer en centaines de milliers et même probablement en millions de dollars. Alors, ça avait fait grand bruit, il y avait eu un scandale, beaucoup de gens avaient protesté, même François Hollande avait été ému. Tout le monde s'en fiche d'ailleurs que M. Hollande soit ému, je le cite simplement à titre de curiosité ornithologique. Donc tout le monde s'était ému, puis alors on avait dit il y a un comité d'éthique de l'Union européenne qui va se réunir et qui, dans sa grande sagesse, va examiner le cas et puis va nous dire ce qu'il faut en penser. Alors, ce comité d'éthique a examiné le cas Barroso et finalement, tel la Pythie de Delphes, ils ont rendu leur oracle. Alors, c'est à se pincer, parce que quand on voit ça, il y a de quoi... honnêtement, il y a de quoi soit éclater de rire, soit aller tout casser à la Commission européenne. Ils ont dit en substance que rien d'illégal n'avait été commis, que M. Barroso, tout ce qu'il avait fait était absolument impeccable, mais que c'était pas bien. Voilà. En gros, c'est bien, mais c'est pas bien, quoi. Voilà. C'est-à-dire, c'était pas bien parce qu'il a nui à l'image de la Commission européenne. Mais alors, il faudrait savoir. Soit c'est bien, soit c'est pas bien. Mais un comité d'éthique qui dit c'est très très bien, mais c'est pas bien du tout, c'est vraiment se moquer du monde. En gros, ça veut dire qu'il donne le feu vert à José Barroso
pour rester chez Goldman Sachs. C'est d'ailleurs assez naturel, puisque c'est Goldman Sachs qui quand même fait partie de cette oligarchie qui tire les ficelles. Mais vis-à-vis des populations, ils disent, oui, du point de vue de l'image, ça n'est pas bien. Mais c'est quoi du point de vue de l'image? C'est quoi l'éthique, justement? L'éthique, c'est la morale et l'image, justement. C'est ça. Donc le comité d'éthique, s'il estime que Barroso a profondément nui à l'image de l'Union européenne, aurait donc dû condamner M. Barroso et lui demander de surseoir et de renoncer à être allé chez Goldman Sachs, ce qu'il a refusé de faire. Alors, à part cette affaire Barroso, il y a quand même d'autres sujets qui ont été sur le devant de la scène. Il y a eu évidemment comment dirais-je, cette espèce je sais pas quoi, d'opéra à rebondissement, cette espèce de drame qui a constitué la ratification, pas exactement la ratification, c'est la signature de l'accord du CETA, c'est-à-dire de ce traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. J'en parlais tout à l'heure avec Madame Ségolène Royal, qui s'est félicitée. Alors je reviens sur ce qui s'est passé. Vous vous rappelez qu'il y a donc la Belgique a adopté il y a plusieurs années un système fédéral. Et donc lorsqu'il y a un traité qui est signé, un traité international de la Belgique qui est signé puis ratifié, il est prévu dans le système constitutionnel belge que ça doit être ratifié par les deux parlements, enfin par le Parlement des Flandres et par le Parlement de la Wallonie, la partie francophone de la Belgique. Or, il se trouve que donc Paul Magnette, qui est à la tête de l'exécutif wallon, a traîné les pieds pendant une dizaine de jours. Donc tout le monde, toutes les gazettes en ont parlé. Moi, j'avais envoyé un message sur Twitter pour dire que on avait l'impression d'une espèce de printemps wallon on se rappelle que certains grands dirigeants européistes, notamment Guy Verhofstadt, avaient dit que de toute façon, c'est pas la Wallonie qui allait bloquer le système, représentant 0,3%, je crois, de la population de l'Union européenne. Donc j'avais dit qu'en réalité, le printemps wallon allait sans doute être écrasé, comme l'avait été le printemps de Prague en 1968 par les troupes du pacte de Varsovie. Je ne croyais pas si bien dire, en fait, parce que de même qu'Alexandre Dubček, en 1968, cherchait simplement un autre socialisme. Il ne prétendait pas remettre en cause la construction du socialisme, c'est-à-dire en fait l'assujettissement de la Tchécoslovaquie à l'Union soviétique. Eh bien, en fait, M. Paul Magnette est un alter-européiste et en fait, ce qu'il voulait, c'était un autre CETA. Alors en fait, évidemment, il n'y a pas eu plus d'autres CETA que de beurre en broche. Et après avoir fait comme ça un petit peu une séance comment dirais-je, de happening ça s'est terminé en eau de boudin. Finalement, M. Magnette n'a à peu près rien obtenu. Et puis tout le monde a signé, tout le monde est rentré dans le rang. Et la Wallonie a été normalisée, comme on avait dit, de la République tchécoslovaque. Elle avait été normalisée en 1968. Il y a quand même matière à philosophie parce qu'on se rend compte que, après l'affaire Tsipras en Grèce, sur laquelle j'ai d'ailleurs un mot à dire dans un instant, cette affaire wallonne montre que lorsqu'un alter-européiste, c'est-à-dire quelqu'un qui est très pro-européen mais qui dit « je veux un autre TAFTA, un autre CETA, un autre euro, une autre Europe, un autre ci, un autre ça », ils se font élire sur ces promesses et puis après, rien du tout. Ils représentent epsilon par rapport au consensus général, ils sont obligés de passer sous les fourches caudines. Voilà, donc M. Paul Magnette, il a amusé la galerie pendant une dizaine de jours et puis maintenant, toute honte bue, eh bien, il a regagné le troupeau. C'est exactement ce qui se passerait, exactement, si Mme Le Pen ou si M. Mélenchon ou M. Dupont-Aignan, qui sont eux aussi pour une autre Europe, par malheur arrivaient au pouvoir. Ils se feraient élire en promettant aux Français qu'on verrait ce qu'on verrait, et puis on verrait rien du tout. C'était d'ailleurs là-dessus qu'était arrivé, rappelez-vous, comment s'appelle-t-il, Lionel Jospin, qui avait été Premier ministre en 1997. Il allait renégocier les critères de Maastricht. Il n'avait rien renégocié du tout. Monsieur Hollande, en 2012, il devait renégocier le TSCG. Il n'avait rien renégocié du tout. Donc ceux qui vous disent « Élisez-moi, je vais renégocier les traités », c'est exactement ce que dit Mme Le Pen, c'est exactement ce que dit M. Dupont-Aignan, c'est exactement ce que dit M. Mélenchon. Mais les trois disent par ailleurs « L'Europe, c'est quelque chose de formidable, donc on y reste ». Eh bien, ils sont exactement de la même trempe que Lionel Jospin, que François Hollande, que Paul Magnette,
qu'Alexandre Tsipras de Syriza en Grèce, ce sont des bonimenteurs, ce sont des gens qui vous mentent. Alors à propos de Tsipras, justement, là je veux dire, c'est quand même, c'est à pleurer, là franchement. C'est presque, voilà, c'est une allégorie, c'est une tragédie grecque qui est en train de connaître son épilogue. C'est que la seule chose que Alexis Tsipras avait encore à peu près protégée dans le désastre ambiant lorsqu'il avait renégocié, vous vous rappelez, avec la Troïka, avec le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne de Francfort et la Commission européenne, la seule chose qu'il avait négociée, c'est que les Grecs ne seraient pas chassés de leur logement même s'ils étaient endettés. Il avait un peu préservé, si l'on peut dire, l'ultima ratio de la vie et de l'intimité qui est son propre domicile. Eh bien voilà que ça y est, c'est fini. M. Tsipras a accepté de modifier la législation grecque et désormais, eh bien, les Grecs qui sont trop endettés, qui ne peuvent pas rembourser, vont désormais pouvoir être chassés de chez eux, alors même que c'était le dernier truc qu'il avait obtenu dans ces négociations. En d'autres termes, eh bien, les Grecs qui ont voté pour M. Tsipras, dont je rappelle qu'il avait été présenté comme l'ultra-gauche, eh bien, en fait, ils sont exactement la même politique, peut-être même pire d'ailleurs, que celle qu'ils auraient obtenue s'ils avaient voté pour un gouvernement de droite. Voilà, donc la preuve a été apportée une nouvelle fois que l'Union européenne, soit on en sort, soit on y reste, et si on y reste, on n'a plus son mot à dire et on est obligé de tout accepter. On ne peut rien changer. Dernière illustration de ce propos d'ailleurs, Madame Cecilia Malmström, qui est commissaire européenne, elle est d'origine suédoise, c'est Malmström, hein, c'est pas Maelström, ça pourrait d'ailleurs être, ça serait un bon surnom. Madame Cecilia Malmström a récemment dit, il y a 2-3 jours, que le TAFTA ou le TTIP, donc ce traité transatlantique avec les États-Unis, qui est l'équivalent pour les États-Unis de ce que le CETA est avec le Canada, eh bien que ce traité n'était pas mort du tout. Et elle a laissé entendre ce qui est un secret de polichinelle dans toutes les chancelleries que tout le monde sait, c'est qu'on attend prudemment, enfin on, pas vous, pas moi, mais les dirigeants de l'oligarchie euro-atlantique, de la mafia, disons-le, puisque maintenant Mme Clinton, je l'ai dit tout à l'heure, est poursuivie sous les lois qui pourchassent la mafia, eh bien, en gros, l'oligarchie qui tire les ficelles de part et d'autre de l'Atlantique a décidé que le TAFTA, on allait le mettre un petit peu comme ça sous la pile des dossiers, on va un petit peu le cacher, on va pas trop en parler, le temps qu'il y ait l'élection présidentielle aux États-Unis, puis les élections présidentielles et les élections législatives en France, et puis les élections générales en Allemagne pendant le premier semestre de 2017. Donc, actuellement, on n'en parle pas parce que l'oligarchie sait très bien que c'est extrêmement impopulaire, que c'est totalement antidémocratique. Donc, on ne met pas ça, on ne veut pas agiter le chiffon rouge. On va parler de tout à fait autre chose. Et puis, le moment venu, après les élections, si elles ont été favorables à l'oligarchie, si par exemple les Français commettent la sottise d'élire Alain Juppé, comme le souhaite l'oligarchie, eh bien à ce moment-là, on peut faire confiance à M. Juppé pour nous dire, à partir du mois de septembre 2017, le TAFTA, c'est quelque chose de très très bien. Hein, voilà. Mais bon, que ce soit Juppé ou que ce soit quelqu'un d'autre, que ce soit M. Sarkozy, M. Le Maire, Mme Kosciusko-Morizet, M. Valls, M. Hollande, M. Micron, M. comment s'appelle-t-il, M. Montebourg, M. Hamon, M. Bayrou, monsieur ci, monsieur ça, enfin, en bref, tout le monde, quoi, tous ceux qui vous sont présentés à la télé, eh bien, si c'était élu président de la République, eh bien, à l'automne 2017, ils vous diront, finalement, le TAFTA, c'est quelque chose de très très bien, ou le TTIP, c'est quelque chose de très très bien. Hein. Donc il faut vraiment que les Français se rendent bien compte, encore une fois, à quel point ils sont manipulés. Ils ne doivent absolument pas croire ce que leur disent les responsables politiques si ce qu'ils disent est totalement contraire à leurs actes. Il y a quelques semaines ou 2-3 mois, je ne sais plus, M. Matthias Fekl, qui est le ministre du Commerce extérieur, avait dit que qu'il allait arrêter le TAFTA.
Bon, la proclamation de de la commissaire européenne qui a autrement plus de poids que le jeune Matthias Fekl sur le déroulement des opérations montre que ce que disait Matthias Fekl, c'était tout simplement du pipeau. Voilà. Et le Brexit, on en est où? Ah oui, alors ça, effectivement, je n'ai pas parlé du Brexit. Je parlais de la scène européenne, je n'ai pas parlé du Brexit. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le Brexit? Tout va toujours très très bien. On a, enfin, de mieux en mieux. Le Fonds monétaire international a été obligé de revoir à la hausse le taux de croissance pour le troisième trimestre. Et également, toutes les banques revoient à la hausse le taux de croissance du Royaume-Uni pour le troisième trimestre 2016. Parce que la livre sterling s'est dépréciée de 10%. Parce que donc ça a donné un coup de fouet aux exportations britanniques à travers le monde. Or, exporter davantage, ça veut dire créer de l'emploi et donc donner du pouvoir d'achat aux personnes vivant sur place. La baisse de la livre a également attiré au Royaume-Uni des quantités de touristes ou également des gens qui voulaient acheter des prestations de services. C'est moins cher maintenant au Royaume-Uni. Donc, le Royaume-Uni est devenu le seul pays de l'OCDE pour lequel on a été obligé de réévaluer le taux de croissance. Bon. Alors, un bonheur n'arrivant jamais seul, on a appris il y a quelques jours que le président de Renault, Carlos Ghosn, a décidé, en définitive, à Sunderland, de faire construire une voiture Renault, enfin c'est pas Renault, c'est la Qashqai SUV, je ne sais plus quel modèle exactement, une espèce de 4x4 si j'ai bien compris. Eh bien, ça va être fabriqué donc dans une ville du Royaume-Uni qui s'appelle Sunderland. Alors, Madame Theresa May, la première ministre du Britannique, a dit que c'était une formidable nouvelle, c'est une très bonne nouvelle et qu'elle était ravie. Elle était d'autant plus ravie de le faire que M. Carlos Ghosn avait dit, avant le vote du Brexit, que si les Britanniques votaient pour le Brexit, eh bien, ils ne feraient pas construire cette voiture au Royaume-Uni. Les Britanniques ont voté pour le Brexit, eh bien, M. Carlos Ghosn a finalement décidé de bien maintenir la chaîne de fabrication au Royaume-Uni. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est encore et encore et encore, c'est un peu lassant, la confirmation de ce que je ne cesse de dire depuis bientôt 10 ans. Toutes les prédictions apocalyptiques que l'on vous fait sont des mensonges éhontés émanant d'une mafia qui a mis la main sur les grands États d'Europe occidentale et des États-Unis. C'est pour leur... En fait, ils veulent maximiser leurs profits. Mais une fois que un peuple commence à dire non, ils refont leurs calculs, et puis M. Ghosn s'est aperçu qu'en définitive, c'était quand même mieux de faire fabriquer cette voiture au Royaume-Uni, pour des raisons que j'ignore, mais je suppose que à l'intérieur du groupe Renault, qui est un groupe planétaire ou qui a des usines un peu partout, ils se sont rendus compte que les coûts, alors surtout en plus de ça, si c'est 10% moins cher la livre sterling, ça veut dire que les salaires, les charges sociales vont être également 10% moins chers par rapport à la zone euro, donc c'est tout bénéfice. Ce modèle va pouvoir être exporté probablement dans les pays du Commonwealth à des tarifs très intéressants, d'autant plus que de nombreux pays ont fait des offres de services à la première ministre britannique, Madame May. Et puis, de toute façon, ces voitures britanniques, elles pourront être importées en France ou importées dans les pays de l'Union européenne. Ce n'est pas parce qu'un pays va sortir de l'Union européenne que ses productions sont interdites d'entrer sur le sol de l'Union européenne. Sinon, on n'achèterait plus une seule montre fabriquée en Suisse, par exemple. Ou bien il n'y aurait aucun produit fabriqué en Chine ou au Japon qui entrerait sur le territoire de l'Union européenne. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'un seul coup, les gens découvrent qu'en effet, on nous a raconté n'importe quoi, et que l'Union européenne, il y a une vie après l'Union européenne. C'est quand même particulièrement intéressant, cette décision du président de Renault, qui est quand même considéré généralement, et à juste titre, comme un très grand chef d'entreprise, un très grand patron, qui a réussi à faire de Renault quand même un des grands leaders mondiaux de la fabrication automobile. Il pourrait même, si j'ai bien compris, peut-être devenir le premier fabricant automobile du monde, après son rachat de Nissan, après où ça se passe bien, après ses prises de participation ici ou là. Renault, Carlos Ghosn a vraiment bien mené sa barque. Voilà quelqu'un qui est un très grand patron, et qui fait une décision, c'est une prise de décision, c'est un investissement lourd de créer une chaîne de fabrication d'automobiles. C'est l'un des investissements les plus lourds que l'on puisse imaginer. Donc, sur long terme, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas un achat à court terme, c'est pas une prise de commande au cours des 3 mois qui viennent. C'est prendre une décision de faire fabriquer
au Royaume-Uni une voiture nouvelle. Ça veut donc dire que M. Ghosn se projette au-delà des 2 ans qui viennent, donc il se projette au moment où le Royaume-Uni, juridiquement, sera sorti de l'Union européenne. Et puis, quand il a examiné ça avec ses comptables, ses ingénieurs, ses financiers, ses hommes de marketing, eh bien, il s'est dit que la bonne décision, c'était celle-là. C'est-à-dire que d'un seul coup, lorsqu'on est face au monde des réalités, l'idéologie européiste se dissipe comme un écran de fumée mensonger. C'est une excellente nouvelle pour le Royaume-Uni, c'est certainement une bonne nouvelle pour le groupe Renault, c'est une très très bonne nouvelle pour l'Union populaire républicaine également, puisque ça conforte une nouvelle fois toutes nos analyses sur la nécessité de sortir de l'Union européenne. Un mot de conclusion ? Un mot de conclusion, je serai bref, j'en dirai 2. Ce sont un peu les mêmes que ceux avec lesquels j'avais terminé l'entretien de la dernière fois. Les conférences, les réunions publiques que je tiens, que j'ai recommencé à tenir et que je vais accélérer dans le cadre de la préparation de l'élection présidentielle, rencontrent un succès grandissant. Je remercie toutes celles et tous ceux qui se mobilisent pour cela. J'ai des témoignages vraiment fantastiques de beaucoup de gens. Et ça se traduit également par une montée en flèche des adhésions. Vous le savez, l'UPR est le mouvement politique en plus forte croissance de France. J'allais dire que la concurrence n'est pas très rude, puisque à peu près partout ailleurs, ça s'effondre. Donc faites-moi confiance et continuez. Et je m'adresse ici à toutes celles et à tous ceux qui me suivent depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans parfois, même parfois plus, et qui n'ont pas encore adhéré, c'est le moment. Rejoignez-nous. J'ai fait une conférence là dans l'Oise il y a quelques jours. Il y avait une centaine de personnes. Et puis j'ai demandé au début, comme ça à titre d'information, le temps qu'on règle les ajustements de la sono, j'ai demandé au public quels étaient, parmi les gens qui étaient là, quels étaient les adhérents de l'UPR. Et sur la centaine de personnes qui étaient présentes, il y avait à peu près comme ça 45 personnes qui étaient adhérents. Et tous les autres n'étaient pas adhérents de l'UPR. J'ai trouvé ça formidable, parce que si je ne parlais que devant des adhérents, ça serait très bien, mais c'est pas comme ça que l'on grandit. Il faut que je parle à des gens, justement, qui ne sont pas encore adhérents. C'est important. Et c'est important qu'il y ait un mélange des deux. Suite à ça, suite aux réunions que j'ai faites dans la Somme et dans l'Oise, nous avons encore augmenté le nombre de nos adhérents de 11 ou 12. Il faut que ça accélère. Il faut que... on a eu 190 000 électeurs en décembre 2015. Si je suis candidat à la présidentielle, je pense qu'on va faire beaucoup plus de voix. Il faut donc que les gens qui ont voté pour l'UPR en 2015, ceux qui s'apprêtent à voter pour moi en 2017, eh bien, ils adhèrent. Hein, il faut qu'on passe rapidement de 12 000, on a franchi le cap des 12 600 adhérents récemment. Il faut que l'on puisse rapidement atteindre les 15 000, 20 000, 25 000 adhérents, 30 000. Imaginez que l'on ait 50 000 adhérents. Je pense que c'est un objectif que l'on pourrait tout à fait avoir en 2017 si tout le monde s'y met. Donc ne remettez pas à demain cette affaire-là. C'est quand même pas la mer à boire, ça ne va pas être inscrit sur votre front, ça ne va être inscrit nulle part. Mais si vous faites partie de l'UPR, d'abord vous aurez des avantages de faire partie d'une communauté politique qui est en pleine croissance. Vous pourrez éventuellement postuler pour être candidat aux élections législatives. Vous pourrez, à titre un petit peu accessoire, mais pas tout à fait, vous procurer sur notre boutique des produits UPR à tarif réduit. Vous aurez la gratuité d'accès aux conférences de l'UPR lorsque celles-ci sont payantes. Mais au-delà de ça, vous aurez aussi la possibilité de déduire de votre impôt sur le revenu les 2/3 de ce que vous avez versé. Donc je rappelle que l'adhésion est de 30 €. L'adhésion à tarif normal, si vous payez l'impôt sur le revenu, vous pourrez enlever 20 € de votre impôt sur le revenu que vous paierez l'année prochaine. Au total, ça ne vous coûtera que 10 €. Et vous aurez eu le plaisir, du point de vue conceptuel, si je peux dire, de prélever 20 € dans le budget de l'État pour les donner à l'UPR. Songez bien à ça, si vous nous donnez 30 € et si vous payez l'impôt sur le revenu, au bout du compte, ça ne vous coûte que 10 €. Alors une fois que vous avez parfaitement compris ce système, pourquoi mégoter? Vous pouvez nous donner 300 et ça ne vous coûte plus que 100 €, etc. Bref, ça n'est pas un très gros effort financier pour chacun d'entre vous. J'ajoute que les personnes en difficulté financière ou les étudiants peuvent cotiser à 10 € par an.
ce qui est quand même pas beaucoup. Je vous rappelle aussi qu'il y a des personnes plus aisées qui ont la gentillesse d'adhérer à la cotisation bienfaiteur, la cotisation de soutien d'abord qui est à 60 €, la cotisation bienfaiteur qui est à 300 €, voire nous faire des dons plus importants. À toutes et à tous, quelles que soient vos capacités financières, vraiment rejoignez-nous. Il est très très important que l'on continue à se développer très vite, parce que je peux vous assurer que de plus en plus de personnes, et notamment d'autres partis politiques, mais aussi de journalistes, suivent notre ascension avec un peu d'incrédulité, mais de plus en plus. L'autre jour, quand je suis allé dans la Somme, il y avait quand même un journaliste du journal local, du Courrier Picard, qui est venu faire un article, et un article qui était très correct. Je n'en donne pas davantage, c'est un article neutre, correct, avec une photo qui était correcte. C'était pas une photo épouvantable, parce que parfois on a eu droit à ça aussi. Voilà. Et bien petit à petit, les journalistes commencent à se dire qu'il va falloir compter avec nous. Voilà. Et puis la deuxième chose, je le redis, ça c'est extrêmement important, précipitez-vous pour aller vous inscrire sur les listes électorales. Je m'adresse ici à toutes celles et à tous ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait. Vous avez jusqu'à la fin de l'année pour le faire. Mais, comme dit le proverbe, ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même. Il faut donc aller dès maintenant à votre mairie pour vous faire inscrire sur les listes électorales. Évidemment, si vous avez envie de voter pour moi-même à la présidentielle, si je suis candidat, et pour nos candidats aux élections législatives. Ne l'oubliez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne quinzaine et je vous dis, comme à chaque fois, vive la République et vive la France.